Le Premier ministre Abdoulaye Maïga décrit. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga argumente. Et enfin, le Premier ministre Abdoulaye Maïga invoque. Le discours est une description, le discours est une argumentation et le discours est une invocation. Commençons par la première partie, en tout cas l'élément descriptif. Que nous décrit dans ce discours le Premier ministre Abdoulaye Maïga? Il nous décrit exactement la situation du Mali, la situation du Sahel, la situation de l'Afrique contemporaine. Alors, il est important que vous preniez conscience du fait que le Premier ministre Abdoulaye Maïga insiste sur le fait qu'il n'est pas venu à l'ONU s'adonner à une prestation rhétorique personnelle. Il n'est pas venu à l'ONU s'exprimer pour ainsi dire, laisser son nom à lui dans l'histoire. Par là, ce Premier ministre marque une loyauté et une fidélité exemplaires aux chefs d'État qui lui ont délégué la parole. Il rappelle qu'il vient parler sur investissement et mission express de l'actuel président de la Confédération d'Alliance des États du Sahel. Le président de la transition du Mali, chef de l'État, son Excellence, Monsieur le général d'armée Assimi Goïta, le président du Burkina Faso, son Excellence, Monsieur le capitaine Ibrahim Traoré, le président de la République du Niger, son Excellence, Monsieur le général d'armée Abdourahmane Tiani. C'est-à-dire que le Premier ministre Abdoulaye Maïga fait d'abord acte d'effacement. Il dit, ignorez à la limite que c'est moi seul, que c'est moi qui suis en train de parler. Considérez ma parole comme l'expression de la volonté de nos plus hautes autorités. Considérez ma parole comme l'expression des aspirations profondes de notre population. Par cette manière de parler, le Premier ministre Abdoulaye Maïga refuse de faire de la tribune des Nations Unies un espace d'autopromotion, mais le lieu où s'exprime la parole du peuple africain. Une fois qu'il a fait cela, il commence donc à décrire la situation du peuple africain. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? L'Afrique est en proie à une immense invasion terroriste qui n'est rien d'autre que l'instrumentalisation de sponsors étatiques étrangers. Ce sont les mots du Premier ministre Abdoulaye Maïga. Les groupes armés terroristes sont instrumentalisés par des sponsors étatiques étrangers. Mais qui sont ces sponsors étatiques étrangers? Il s'agit des grandes puissances de l'OTAN qui ont détruit la Libye, assassiné Muammar Kadhafi, en association avec les deux grandes organisations terroristes créées par les services otaniens, à savoir Al-Qaïda, créée dans les années 80 par les services américains, et l'État islamique créé dans les années 2000 par les mêmes services, sous l'administration de Barack Hussein Obama, comme l'a révélé très clairement le président américain Donald Trump. Monsieur Trump, c'est vous êtes président américain aujourd'hui, c'est vous qui avez clairement dit aux Africains qui a créé l'État islamique, qui a créé l'organisation qui ensanglante actuellement le continent africain. Et c'est toujours important dans ces moments-là que les gens sachent de qui parle le Premier ministre. C'est qui les sponsors étrangers du terrorisme. Monsieur Trump, vous pouvez toujours le rappeler ici, je crois que vous n'êtes pas très loin, dites-le. Donald Trump, dites-nous qui a créé l'État islamique. Je vais vous le montrer le disant pour qu'il ne soit pas dit que c'est moi qui l'ai dit et que ceux qui ne savent pas ne rêvent même pas de m'en attribuer les propos. Monsieur Trump, qui a créé l'État islamique? Je lui donne la parole. L'État islamique, ok. Allez-y. Qui a créé l'État islamique, monsieur Trump? Vous avez la parole. Qui a créé l'État islamique? Allez-y. Parlez. Aux États-Unis, Donald Trump ne recule devant rien pour tenter de discréditer son adversaire dans la course à la Maison-Blanche. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton
ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une distinction. Vous savez, comme on dit chez les sportifs, le trophée du meilleur joueur. Eh bien, le groupe État islamique pourrait lui décerner une telle récompense. ISIS will hand her the most valuable player award. L'équipe dit... Je vous redonne les mêmes propos, cette fois-ci encore plus clairement. Propos tenus il y a 9 ans. Aux États-Unis, Donald Trump ne recule devant rien pour tenter de discréditer son adversaire dans la course à la Maison-Blanche. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une distinction. Vous savez, comme on dit chez les sportifs, le trophée du meilleur joueur. Eh bien, le groupe État islamique pourrait lui décerner une telle récompense. ISIS will hand her the most valuable player award. L'équipe d'Hillary Clinton a dénoncé les propos de Trump tout en pointant du doigt l'inexpérience du candidat républicain sur les questions internationales. Cela dit, dans le camp démocrate, on sait que... Si ce que Trump avait dit était faux, il fallait lui porter plainte pour diffamation. Il aurait perdu au tribunal et l'équipe d'Hillary Clinton aurait gagné beaucoup d'argent. J'ai démontré dans mon ouvrage L'impérial terrorisme, qui a été édité pour la première fois ici au Mali, cette année, j'ai entièrement démontré que les groupes terroristes que nous connaissons aujourd'hui en Afrique sont en effet l'émanation des services de renseignement occidentaux. C'est une thèse scientifique. L'histoire d'Al-Qaïda n'est pas difficile à établir. Al-Qaïda a été créé dans les années 80 par les services américains pour combattre en effet les soviétiques qui, à l'époque, avaient envahi l'Afghanistan. C'est dans ces conditions qu'a été créée l'organisation terroriste Al-Qaïda. Quant à l'organisation terroriste État islamique, elle est également reconnue, comme le rappelle Donald Trump, comme étant l'émanation des services américains sous Obama et sous Clinton. Mais il y a mieux. L'actuelle chef du renseignement américain, elle s'appelle Madame Tulsi Gabbard. Elle a avoué devant une commission du Sénat américain que tous les groupes terroristes connus au Moyen-Orient et qui opèrent en Irak, en Afghanistan, en Syrie, qui opèrent en Libye et dans le Sahel, sont des groupes qui ont reçu des financements officiels et directs, des fonds américains, des fonds officiels américains. Monsieur Elon Musk, qui un temps a été directeur de l'agence qu'on appelle la DOGE, une agence de la bonne gouvernance aux États-Unis, a lui aussi publié les preuves directes de financement versées par le Trésor américain aux organisations terroristes. Au point que Tulsi Gabbard est allée plus loin. Elle est encore en place aux États-Unis. Elle a dit qu'elle avait honte que les puissances occidentales et les puissances de l'OTAN fassent ami-ami avec des terroristes qui ont dansé lorsque le 11 septembre 2001, des milliers d'Américains ont été tués à New York par l'attentat du World Trade Center. Donc, le Premier ministre Abdoulaye Maïga rappelle au monde entier que l'Afrique n'est pas l'objet d'une guerre religieuse. L'Afrique est l'objet d'une guerre de recolonisation impérialiste déguisée derrière le terrorisme. Le Premier ministre du Mali, Abdoulaye Maïga, rappelle que l'Afrique sait parfaitement qui est derrière Al-Qaïda et l'État islamique, qui est avec Al-Qaïda et l'État islamique. Ce sont les mêmes qui ont attaqué la Libye avec Al-Qaïda et l'État islamique, à savoir donc les puissances de l'OTAN et leurs alliés du Moyen-Orient. Et on sait que ce sont les mêmes qui ont attaqué l'armée malienne à Tinzaouaten au mois de juillet 2024. On sait que ce sont les mêmes qui organisent l'infiltration d'armes, de renseignements, d'argent pour maintenir l'Afrique à feu et à sang à travers les pays entourant l'Alliance des États du Sahel. Donc, le premier travail abattu par le discours du Premier ministre Abdoulaye Maïga, c'est de poser un diagnostic clair de la situation géopolitique et géostratégique de l'Afrique aujourd'hui. Mieux, il va plus loin. Il dit que l'Afrique est en guerre et il donne le nom de cette guerre. Cette guerre est une guerre hybride.
Que signifie l'expression guerre hybride? La guerre hybride est une guerre qui est menée contre un pays en se cachant derrière des groupes, en se cachant derrière des prétextes inavoués. Une guerre hybride, c'est une guerre qu'une puissance mène contre une autre en se cachant derrière des voiles. Le terrorisme, l'impérial terrorisme, comme nous l'avons appelé, est une guerre hybride. Pourquoi? Parce que c'est l'OTAN et ses alliés du Moyen-Orient qui attaquent l'Afrique à travers de soi-disant organisations religieuses, qui sont en fait des groupes de mercenaires à la solde de la volonté des puissances de l'OTAN et du Moyen-Orient de continuer à contrôler les richesses de l'Afrique. Le mot hybride signifie une guerre de la duplicité, une guerre où l'ennemi se cache sous un faux nom, une guerre où l'ennemi se voile, se masque, où l'ennemi se déguise. Dans le cas d'espèce, on instrumentalise la belle religion musulmane, on salit le concept sacré de djihad qui renvoie au combat contre le péché, et on ose appeler djihadistes des gens qui ne sont ni musulmans, ni adversaires du péché, mais qui sont simplement des missionnaires, des drogués, des narcotrafiquants, des bandits payés pour assassiner les Africains, déloger les Africains des parties les plus riches de leur continent pour que les multinationales occidentales et les multinationales du Moyen-Orient viennent continuer à piller l'Afrique. Voilà pourquoi le Premier ministre Abdoulaye Maïga est allé plus loin dans la description de l'environnement géostratégique et géopolitique. Il a expliqué que l'Alliance des États du Sahel est obligée de mener la guerre de résistance et de libération du sous-continent africain sahélien face à des États qui ont offert leur territoire en couloir et base arrière aux groupes terroristes. Mais quels sont ces États au pluriel qui offrent leur territoire sous forme de couloir et de base arrière aux groupes terroristes? Ces États sont clairement les États qui entourent l'Alliance des États du Sahel et qui sont soumis à l'OTAN et qui sont les bases arrières d'Al-Qaïda et de l'État islamique. On peut les citer sans difficulté. L'Algérie, on peut la citer, la Mauritanie, on peut la citer, on peut citer le Bénin, on peut citer le Ghana jusqu'à un certain point, on peut citer tranquillement et sans difficulté la Côte d'Ivoire. Ce sont des États dans lesquels les groupes terroristes ont la possibilité de prospérer tranquillement et de harceler l'Alliance des États du Sahel. Bon, on cite la Mauritanie parce que cela a été révélé plusieurs fois. Il y a une journaliste française, Anne-Fleur Lespio, qui a fait un reportage pour France Télévisions et pour Arte. Elle a avoué qu'elle était entrée en territoire malien en compagnie des terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique et des soi-disant rebelles du Front de libération de l'Azawad. C'est Anne-Fleur Lespio qui a reconnu, qui a avoué qu'en bonne entente avec les terroristes, elle est entrée au Mali à partir de la Mauritanie. C'est un fait. L'autre fait concernant la Mauritanie, c'est l'intelligence russe qui l'a révélé quand elle a démontré que l'ambassade de l'Ukraine en Mauritanie joue un rôle essentiel dans le transfert de matériel et de moyens aux groupes terroristes qui opèrent dans le Sahel. Le Sénégal, pourquoi est-ce que je le cite? C'est évident. Dans l'attaque de Tinzaouaten au mois de juillet 2024, eh bien, l'ambassadeur ukrainien basé au Sénégal a avoué dans une vidéo publique qu'il avait participé au montage, en bonne entente avec les groupes terroristes Al-Qaïda et l'État islamique. Le montage de l'attaque de Tinzaouaten contre l'armée malienne et ses alliés russes a été fait avec la contribution active de l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, avec lequel le Sénégal n'a pas rompu, je vous le rappelle, les relations diplomatiques, mais, eh bien, simplement, ambassadeur d'Ukraine auquel le Sénégal avait adressé des remontrances verbales. Donc, à partir de cet épisode de Tinzaouaten et la complaisance des autorités sénégalaises envers l'ambassadeur terroriste d'Ukraine, on sait que le Sénégal a une certaine faiblesse avec les forces qui alimentent la déstabilisation du Sahel. Pourquoi cite-t-on la Côte d'Ivoire? Ça, c'est banal. L'essentiel des déstabilisations au Mali, des déstabilisations au Burkina Faso et au Niger ont été menées tambour battant par le régime d'Alassane Dramane Ouattara. On se souvient de l'épisode des 49 mercenaires de Wagner en 2022.
On se souvient eh bien, de l'audio qui a fuité de l'entretien entre Alassane Dramane Ouattara et Boubou Cissé, ancien Premier ministre du Mali, révélant la volonté de déstabilisation du Mali chez Ouattara. On se souvient de la série de coups d'État qui ont été tentés au Burkina Faso et comment Alassane Ouattara a cru contrôler le Burkina Faso quand il avait encore la main sur le régime de Paul-Henri Sandaogo Damiba, ou avant cela celui de Roch Christian Kaboré. Alors, on se souvient qu'Alassane Dramane Ouattara fait partie des dirigeants ouest-africains qui se sont portés aux avant-gardes de la tentative d'agression contre le Niger. Il avait ouvertement annoncé la création d'un bataillon de 1500 hommes qui devait attaquer le Niger au nom de la CEDEAO. Donc Alassane Dramane Ouattara est un terroriste sous-régional incontesté et incontestable. C'est un terroriste et cela ne date même pas simplement de la crise de 2022 avec le Mali. Cela date de son avènement dans la vie publique en Côte d'Ivoire. Il est au cœur de toutes les déstabilisations que la Côte d'Ivoire a connues depuis 1989. Donc, on peut le citer. On peut citer le Bénin de Patrice Talon. Pourquoi? Parce que plusieurs fois ces dernières années, notamment, le Niger et le Burkina Faso ont révélé l'activité de groupes terroristes et de parrains outaniens du terrorisme en territoire béninois où ont été préparés un certain nombre d'assauts contre les frontières et les territoires nigériens, bref, contre l'AES. Des localisations précises de ces bases d'entraînement des terroristes ont même été dévoilées par les autorités nigériennes à un moment donné. Le président Abdourahmane Tiani étant connu pour ne pas appeler un chat un animal poilu qui miaule, mais un chat, un chat. Quels sont les pays que j'ai cités pour qu'aucun d'entre eux ne prétende que nous l'avons cité par hasard? Le Ghana a été accusé, notamment sous l'ancien régime de Nana Akufo-Addo, d'être une base arrière de terroristes. Et ça, c'est une enquête de l'agence européenne Reuters qui a montré que le Ghana de Nana Akufo-Addo avait une certaine complaisance envers les terroristes qui venaient se ravitailler, s'armer, se préparer et se protéger dans son territoire. Donc, on sait globalement que la CEDEAO, et on y ajoute donc l'Algérie et la Mauritanie, sont des territoires qui sont propices aux groupes terroristes et qui leur servent de base arrière. Voilà la description de la situation. Mais restons dans cette description. Le Mali a rappelé que le terrorisme dans le Sahel et plus largement en Afrique ne serait pas fonctionnel sans deux États, l'un de l'Europe de l'Est et l'autre de l'Europe de l'Ouest, qui sont à l'avant-garde de la déstabilisation de l'Afrique, à savoir le régime français du président Macron, d'une part, et le régime ukrainien du président Zelensky. À propos du régime français, le Premier ministre malien a rappelé que depuis le 15 août 2022, le Mali a demandé à pouvoir démontrer, lors d'une réunion spéciale extraordinaire du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Mali a demandé à pouvoir démontrer par A plus B que la France arme, renseigne, finance, soutient, médiatise les groupes terroristes. L'ONU a refusé. Pourquoi? Parce que la France, possédant le droit de veto au Conseil permanent de sécurité des Nations Unies, a empêché une décision, une résolution de l'ONU d'être prise en ce sens. Les alliés traditionnels de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies et à l'intérieur de l'OTAN ont fait de même, à savoir les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne. Ça a été l'occasion de décrire très clairement le statut et le rôle terroriste de l'État ukrainien actuel de Zelensky. Ce qui est intéressant ici, c'est que le Premier ministre Abdoulaye Maïga nous révèle que l'Ukraine est devenue en réalité le chemin d'une triangulation. On donne des armes à l'Ukraine pour que l'Ukraine les donne aux terroristes en Afrique. Il y a un nouveau commerce triangulaire terroriste qui vient d'être révélé par le Premier ministre Abdoulaye Maïga. Des puissances de l'OTAN qui déstabilisent l'Afrique passent par l'Ukraine pour fournir les terroristes africains. Donc on donne des drones à l'Ukraine, on donne des armes de poing à l'Ukraine, on donne des munitions à l'Ukraine, et l'Ukraine, qui est donc moins directement contrôlée par les pays africains et par la communauté internationale, l'Ukraine, quant à elle, se charge de les remettre aux terroristes au Sahel. D'ailleurs,
l'ambassadeur ukrainien au Sénégal et un directeur de l'administration centrale de la sécurité ukrainienne ont reconnu avoir activement aidé Al-Qaïda et l'État islamique à attaquer le Mali et ses alliés russes. C'est par là qu'on a pu savoir qu'en fait l'Ukraine était le canal par lequel la guerre est nourrie au Sahel. Les armes qu'on donne à l'Ukraine se retrouvent au Sahel. L'Ukraine est donc en réalité le médiateur d'un commerce triangulaire terroriste organisé par des puissances terroristes de l'OTAN contre l'Afrique. Voilà ce qui a été révélé par le Premier ministre Abdoulaye Maïga à ce sujet. Il a insisté, en prenant pour cible l'Ukraine, sur le fait que manifestement, à la tête de l'Ukraine, il y a quelqu'un qui aurait confondu son métier de base, à savoir la comédie, il s'agit de Zelensky, et la politique. La politique, c'est le service du bien commun. Et manifestement, M. Zelensky, qui s'associe à tous les coups fourrés contre les Africains, n'a pas compris que la finalité de la politique, ce n'est pas de nuire, c'est d'arranger. Ce n'est pas de détruire, c'est de servir. La finalité de la politique, c'est d'améliorer le monde et de transmettre aux générations suivantes des conditions meilleures que pour les générations précédentes. Au niveau de la description, dans ce discours, ça a vraiment été l'élément essentiel. Maintenant, je passe au deuxième élément essentiel du contenu du discours. J'ai parlé de la description pour commencer. Ensuite, maintenant, je vais parler de l'argumentation. Il y a une autre partie du discours qui est consacrée à argumenter. Argumenter contre les ennemis du Mali, contre les ennemis de l'AES, contre les ennemis de l'Afrique. Il y a ici, dans ce discours, une charge spéciale qui est réservée à trois principaux ennemis de l'Afrique. On a déjà parlé de l'Ukraine et de la France. Ce discours n'insiste pas sur l'Ukraine et la France parce qu'elles ont déjà fait l'objet d'un traitement lourd. Ce discours va insister sur un ennemi déclaré, un ennemi singulier. Cet ennemi singulier et qui s'affiche de plus en plus contre l'Alliance des États du Sahel, c'est bien sûr le régime algérien d'Abdelmajid Tebboune. Le régime algérien d'Abdelmajid Tebboune est la cible principale de l'argumentation de ce discours. D'abord, le Premier ministre Abdoulaye Maïga rappelle astucieusement à Abdelmajid Tebboune que l'Algérie, on va voir combien de millions de kilomètres carrés est là. Algérie, je vais simplement rappeler la superficie de l'Algérie. Superficie de l'Algérie. Superficie de l'Algérie. Je vais vous donner la superficie exacte de l'Algérie. Parce qu'en fait, le Premier ministre parle à l'Algérie. Le Premier ministre parle à l'Algérie en termes de rapport de force. Abdoulaye Maïga évoque un rapport de force avec l'Algérie. Pourquoi? Il rappelle à l'Algérie que le Mali n'est pas le seul à parler là sur la tribune des Nations Unies face à elle et contre elle. Il dit à l'Algérie implicitement, toi l'Algérie, vous l'Algérie, vous avez 2,382 millions, 2 millions environ 400 000 km². Mais nous, Alliance des États du Sahel, nous avons 2 800 000 km². Si nous avons 2 800 000 km², nous sommes la plus grande puissance en termes de territoire. Parce que j'aimerais rappeler au passage la taille de la République démocratique du Congo, RD Congo superficie, parce que c'est aussi l'un des plus grands États qu'il y ait au monde. La RDC, voilà, la RDC est placée juste après l'Algérie. La RDC a quoi en superficie? Je rappelle la superficie de la RDC, 2 345 410 km². Donc, ni l'Algérie, ni la République démocratique du Congo n'atteignent la taille de l'Alliance des États du Sahel. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga commence par rappeler aux Algériens que l'Alliance des États du Sahel a une superficie supérieure à l'Algérie. Que l'Alliance des États du Sahel est la plus grande puissance étatique du continent africain. Ça, c'est un. Le deuxième rappel qui est fait à l'Algérie, c'est que l'AES là a des réserves en richesse naturelle qui sont supérieures à celles de l'Algérie et qui sont plus variées que celles de l'Algérie. Le troisième rappel qui est fait à l'Algérie, dans le cadre de cette stratégie démonstrative, argumentative, c'est que la puissance de la natalité africaine de l'AES est avérée. C'est plus de 75 millions d'habitants avec une population immensément jeune, c'est-à-dire capable de se reproduire
et de donner du fil à retordre à n'importe quelle puissance sur la terre. Le quatrième élément qui est important dans cette description de l'AES, c'est de dire que l'AES a décidé de mettre en commun ses moyens économiques, de mettre en commun ses moyens militaires, de mettre en commun ses moyens diplomatiques. L'AES a décidé de mettre en commun ses moyens stratégiques. L'AES possède désormais une armée confédérale. Donc, en réalité, le message qui est adressé à l'Algérie, c'est de dire, attention, vous avez affaire à une puissance supérieure, potentiellement à la vôtre, sur tous les plans. Sur le plan territorial, sur le plan du potentiel économique, supérieur à vous sur le plan géostratégique, géopolitique, supérieur potentiellement à vous si vous tenez et si vous tentez d'engager contre nous une guerre frontale. Car nous avons une population plus à même de vous combattre que la vôtre ne peut nous combattre. Voilà ce que rappelle Abdoulaye Maïga à l'Algérie. Maintenant, quand il veut insister sur l'Algérie, il va s'intéresser à trois actes. Trois actes que l'Algérie a posés. Trois actes terribles posés par l'Algérie. Et je voudrais ici les rappeler en tenant devant moi le discours. Alors, quel est le premier acte que l'Algérie a posé contre le Mali et qui est souligné ici? C'est l'attaque lâche et perfide ayant visé les forces armées maliennes à Tinzaouaten, qui s'est déroulée à quelques kilomètres de la frontière algérienne. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga rappelle que cette attaque a été préparée depuis l'Algérie. L'attaque de fin juillet 2024 à Tinzaouaten est en réalité une attaque algérienne. Car les assaillants terroristes se sont préparés depuis la Tinzaouaten algérienne pour entrer dans la Tinzaouaten malienne. C'est une attaque de l'Algérie. Et ici, le Premier ministre de souligner l'hypocrisie algérienne qui a consisté à faire comme si elle n'avait pas vu les terroristes s'armer dans son territoire et pénétrer le territoire malien. Citation, troublant pour un pays qui a été désigné comme champion de l'Union africaine de la lutte contre le terrorisme et qui est devenu ces dernières années champion de la promotion du terrorisme et exportateur de terroristes. Fin de citation. Le deuxième acte qui est souligné contre l'Algérie, c'est le drone malien abattu dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Et ici, Abdoulaye Maïga mobilise un argument implacable contre le Mali, c'est l'argument des lois de la physique. Comment est-il possible qu'on prétende que le drone malien a été abattu en territoire algérien, alors que tous les débris de ce drone ont été retrouvés en territoire malien? Si le drone malien a été abattu en territoire algérien, comment expliquer que les débris de ce drone se retrouvent entièrement à l'intérieur du territoire malien et à 30 km à l'intérieur de ce territoire? Abdoulaye Maïga met au défi les dirigeants algériens, le régime corrompu, la mafia, la junte algérienne de Tebboune, comme il le dit. Il la met au défi de démontrer qu'un drone malien abattu en territoire algérien peut se retrouver en pièces détachées entièrement dans le territoire malien, et cela à plus de 30 km de la frontière entre les deux pays. Qu'ils viennent donc à la Cour internationale de justice démontrer cela. Je cite le texte ici. Le Mali est troublé par la thèse de la junte algérienne, défiant les lois de la physique et suivant laquelle un objet abattu dans l'air est capable de se déplacer à partir de son point de chute sur 22 km, puis de se retrouver sur le territoire malien. En effet, il est utile de souligner que les débris du drone malien se sont retrouvés sur le territoire malien, validant ainsi nos arguments. C'est-à-dire que l'Algérie, en fait, elle savait qu'elle était coincée par les lois de la physique. Et que si elle était venue à la Cour internationale de justice, elle aurait été humiliée. La démonstration malienne était imparable. On ne peut pas avoir abattu un drone en territoire algérien et en retrouver tous les débris en territoire malien, à plus de 22 km à l'intérieur du territoire. À moins de penser que le drone abattu volait encore. Ce qui est juste incroyable. Soit il a été abattu et il est tombé, soit il n'a pas été abattu et il n'est pas tombé. Parce que être abattu, c'est tomber. Le troisième fait qui est rappelé ici, c'est la polémique qui a été créée à un moment donné par M. Ahmed Attaf, d'ailleurs qui a été habillé pour tout l'hiver par les dirigeants du Mali,
ministre donc des Affaires étrangères algérien, il a prétendu que le gouvernement malien n'avait pas introduit une requête contre l'Algérie à propos de la destruction de ce drone le 4 septembre 2025 devant la Cour internationale de justice. Ici, le docteur en droit de l'université Abdoulaye Maïga donne juste une petite leçon sur la logique des instances judiciaires. Eh bien, à Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie de la junte algérienne. Je vous fais remarquer ici que l'expression junte algérienne est une simple réciprocité que le Mali sert désormais à l'Algérie. L'Algérie qui s'est permis d'adopter le vocabulaire néocolonialiste français contre le Mali, eh bien, l'Algérie se fait servir son propre langage. Pour ma part, j'avais même proposé que le régime algérien soit appelé une Camorra, une mafia de narcotrafiquants et de terroristes abjects. Alors, le Mali leur rend simplement, eh bien, leur procédé. Ce sont eux qui ont commencé à appeler le gouvernement malien junte. Et on verra l'effet qu'il y a quand on les traite comme ils traitent les autres. Ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez point que les autres vous fassent. Eh bien, les dirigeants algériens, désormais, c'est la junte algérienne. Et c'est le mot d'ordre sur les réseaux sociaux, la junte d'Abdelmajid Tebboune. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.